messieurs, bonjour, bienvenue dans Zigzag Café. La semaine se termine, je vous le rappelle, une semaine qui fut et qui demeure aujourd'hui cambodgienne, une semaine marquée notamment par une personnalité extraordinaire, c'est le docteur Richner qui est avec nous, le docteur Richner qui se bat pour le Cambodge, qui a fait un travail énorme, notamment dans le domaine, enfin, en particulier dans le domaine des hôpitaux. Je crois qu'on a eu l'occasion de vous le dire, mais on aura encore l'occasion de le lui dire. C'est impressionnant et ça nous touche beaucoup. Et puis alors il y a un petit quelque chose qui se passe parce qu'aux côtés de lui se trouve Laurent Gross. Laurent Gross, vous l'avez découvert au cours de cette semaine parce que lundi et mardi, enfin il racontait, c'est l'homme qui est chargé de construire les hôpitaux aux côtés du docteur Richner. Et puis, ce qui est étonnant, c'est que vous ne vous êtes jamais vu en Europe. Vous êtes toujours vu au Cambodge, mais jamais en Europe, c'est ça? C'est la première fois, ça fait un effet. Il ressemble beaucoup au Beat du Cambodge. Et il n'a pas trop changé en quelques jours en Suisse. Hein. Même dans un cadre aussi incongru. D'accord. Et vous disiez une chose, peut-être qu'on peut préciser aux téléspectateurs, parce que la conversation s'amorçait juste avant le générique, et vous avez dit, je vous ai posé une question très stupide, j'ai dit, est-ce que sur votre chantier, pour vos ouvriers vous-même, on a un week-end, et qu'est-ce que vous m'avez répondu? Non. On travaille 7 jours sur 7. Et vous travaillez 7 jours sur 7 depuis combien de temps? Comme je vous ai dit, depuis le début jusqu'à la fin, c'est-à-dire depuis 5 mois. Pour terminer ce 3e hôpital. Voilà, mais on a estimé la fin des travaux de la première phase à mi-février. Et puis, je crois qu'il y a une mauvaise surprise pour vous, parce que lorsque vous m'avez dit ça tout à l'heure, il y a une réaction du docteur Richner qui a dit quoi? Il a dit 3e chantier, mais on va en faire un 4e. Je n'ai absolument pas entendu. C'était hors antenne, je n'ai pas entendu. Voilà, sur notre plateau, André Rougemont. Il est professeur à la faculté de médecine de Genève. Il est expert à l'OMS et on est heureux de l'accueillir sur ce plateau parce que, évidemment, l'OMS, on en a parlé beaucoup depuis le début de la semaine. Nous avons demandé à l'OMS de nous désigner quelqu'un qui pouvait réfléchir avec nous sur médecine de riches et médecine de pauvres. Et alors, vous êtes avec nous et on est content de vous accueillir. Alex? Oui, c'est d'autant que ce matin, Beat Richner avait rendez-vous à l'OMS. Après tout ce qu'il a dit de l'OMS en début de semaine, c'est un peu surprenant, mais on lui a ouvert la porte et nous étions là, regardez cette entrée à l'OMS. Avec un dossier médical, le patient, apparemment, le malade, c'est l'OMS elle-même, selon le docteur Richner, mais ça, je lui en laisse la responsabilité. Voilà, évidemment, l'entrée est plus somptueuse que celle de Kantabopa, en tout cas que Kantabopa 1. Mais je pense, docteur Richner, que vous pourrez nous dire tout à l'heure ce qui s'est passé et en parler également avec le docteur Rougemont. Mais c'était simplement pour vous dire que ça s'est passé ce matin, c'est tout frais, c'est tout neuf. Et puis on verra de quelle manière vous avez été accueillis, comment a passé le message ou comment vous avez dialogué avec les personnes qui étaient responsables là-bas. Je vous rappelle que tout au cours de la semaine, on a porté notre regard sur différentes actions dans lesquelles les Suisses sont engagés. Que pour toute information que vous souhaitez avoir, 708 99 00. Je rappelle 708 99 00. Si vous souhaitez poser des questions au cours de cette émission, également, n'hésitez pas à réagir. Mais le plus simple, peut-être, ce serait, Alex, que nous retournions au Cambodge. Oui, hier, nous parlions des enfants des rues. Vous avez vu ces images tout de même très frappantes d'enfants qui dorment par grappes, j'allais dire, par terre à Phnom Penh. Alors, il faut d'abord les sauver de la misère, les faire manger, les éduquer, puis il y a un moment où il faut les faire travailler. Alors, on l'a dit, Cruz Artmé qui s'occupe de ces enfants, parfois les emmène à la mer, mais évidemment, ça n'est pas pour des vacances. Regardez. On est là au sud du Cambodge, au bord du golfe du Siam, à proximité de Sihanoukville, Kampong-cham, pour ceux qui sont attachés au nom strictement cambodgien. Et c'est un village de pêcheurs. Le tourisme commence un tout petit peu, il y a 2 ou 3 hôtels. Mais ici, on n'est pas du tout dans la zone touristique. On est au bout de la jetée des pêcheurs de Sihanoukville. Et ma foi, c'est un petit peu comme le reste du Cambodge. C'est un petit peu rudimentaire. Et ce groupe, il n'est pas au complet. Ce groupe de Cruz Artmé, c'est en fait des pêcheurs, des futurs pêcheurs, comme celui-ci qui a 18 ans et qui raconte... En fait, il a 18 ans, il a vécu 3 ans dans la rue. Un jour, comme on l'a vu hier, il s'est retrouvé dans un de ces foyers d'accueil à Phnom Penh, heureusement, parce qu'il avait commencé à sniffer, à voler, à se battre un peu. Et puis, grâce à cela, il s'est un peu stabilisé. Et on lui a proposé justement de partir en mer pour apprendre un nouveau métier. La plupart de ces gamins, ce sont des gamins qui n'ont pas réussi leurs études.
et qui n'arrivent pas à trouver un travail et qui se trouvent vraiment dans la rue et qu'on a essayé de réintégrer un petit peu ces gamins dans la société cambodgienne. Donc les gamins sont en gros pris totalement en charge par Kusat Mai. Et ensuite, après avoir fini une formation de pêche ici, c'est nous qui aidons aussi les gamins de trouver un travail, c'est-à-dire trouver un bateau pour partir et gagner leur vie. Oui, ce qu'il faut dire aussi, c'est que le Cambodge n'a pas une grande tradition de pêche, à la différence de son voisin, la Thaïlande. Ce qui fait que, y compris dans les eaux territoriales, ce qui est une notion assez vague d'ailleurs ici, on voit beaucoup plus de pêcheurs thaïs que de pêcheurs cambodgiens. Il y a donc une place à prendre pour ces enfants, pour ces adolescents. Oh, bien sûr, il y a peu de chances qu'ils deviennent demain patrons pêcheurs, mais ce qui va être possible pour eux, ça va être de s'embarquer à bord de bateaux appartenant à des pêcheurs thaïs. Et le résultat, c'est tout de même qu'ils vont pouvoir commencer à gagner leur vie. Dès maintenant, d'ailleurs, ils partent toutes les nuits en pêche, ils pêchent la crevette et ça permet de rapporter tout de même une certaine somme d'argent chaque jour. En revanche, dans la journée, comme ici, ce sont plutôt des exercices. Bien sûr, lorsqu'on lance les filets, on rapporte un petit peu de poissons, mais pas toujours de très très bonne qualité. Le but, c'est surtout de voir ce qui se passe en mer. Vous voyez que la mer, même si on est à l'intérieur du golfe du Siam et que donc a priori on est à l'abri des grandes tempêtes, ça se passe pas toujours très bien. Et voilà le moment où on lâche les filets, des filets qui vont être écartés par des systèmes de volets, des systèmes de volets qui permettent d'avoir une surface de pêche plus grande. Et si on fait des exercices comme ça, c'est justement parce qu'il peut y avoir parfois des pépins, en particulier lorsque ces volets s'accrochent au fond et qu'ils se transforment d'une certaine manière en encre qu'on n'arrive pas à décrocher. Et ça peut être extrêmement dangereux parce que ça peut tirer le bateau vers le fond. C'est exactement ce qui s'est passé quand on était à bord. Et vous voyez, c'était relativement agité. Voilà, là les volets ont été remontés, on va pouvoir repartir. Les barcasses vous semblent peut-être en mauvais état, mais je dirais que pour le Cambodge et pour Sihanoukville, ça fait partie des assez bons bateaux. Les petits chaluts sont à peu près tous comme ça. Voilà, je voulais simplement vous montrer ces images, ces ultimes images de pêche dans le golfe du Siam, parce que c'était la suite logique de ce qui a été dit hier à propos du travail dans les rues de Phnom Penh. De Laurent Gross, puisque vous êtes un homme engagé au Cambodge, qu'est-ce qui vous a déterminé, vous, à vous engager? C'est ce type d'image, ce type de rencontre? Qu'est-ce qui vous touche, vous, dans le Cambodge? Ça, c'est une question piège. J'ai essayé encore de le définir, après 9 ans. En tous les cas, c'est un pays qui a beaucoup de facettes fascinantes, beaucoup de facettes très dures, très éprouvantes. Mais ce pays exerce une fascination qu'on ne peut justement pas définir en termes clairs, précis. Bon, les téléspectateurs ont compris que vous étiez le responsable du chantier du prochain hôpital du docteur Richner. Vous avez donc contact avec des jeunes, avec des ouvriers, etc. Quelle est leur volonté d'engagement? Parce qu'on a été frappé quand même par ce pays qui a été martyrisé, et de voir des gens qui, dans beaucoup de domaines, ont envie de s'en sortir. Alors il y a tous les cas de figure, mais je dirais que dans les cas où les jeunes ou moins jeunes sont motivés, c'est une motivation extraordinaire. Et là, je ne sais pas si ça avait été précisé auparavant dans l'émission que vous avez tournée, mais nous faisons cet hôpital, la construction de cet hôpital se fait en étroite collaboration avec des jeunes ingénieurs cambodgiens et qui, eux, ont une volonté fantastique. Et donc, on peut dire que c'est vraiment le fruit d'une collaboration. Tout ce qui touche les calculs, et on sent une motivation qui va beaucoup plus loin que le simple mandat de faire un certain nombre de calculs. Donc il y a vraiment une collaboration profonde. Merci beaucoup. On retourne à l'OMS. Écoutez, oui, c'est à peu près, je pense, la durée, non, ça devait être un petit peu plus long, c'est à peu près la durée pendant laquelle vous êtes resté à l'OMS ce matin. On vous a d'ailleurs attendu à la sortie. Quelques images de cette sortie, puis ensuite le débat est ouvert. Vous avez reconnu la silhouette de Beat Richner. Voilà, ils ne l'ont pas gardé, ils passent la porte dans l'autre sens. Apparemment satisfait. Alors, précision d'abord, il portait une cravate. L'uniforme protocolaire. Parce qu'on veut voir cette émission aussi au Cambodge. Et c'est quand même une chose importante. C'est la première fois que j'ai vu cette maison de l'OMS et j'ai été invité là pour ramener un message, ça veut dire un appel à un changement de la politique et de la stratégie
de l'OMS et de beaucoup des organisations de la santé de faire, comme moi je décris cette stratégie, la médecine pauvre pour des gens pauvres dans des pauvres pays. Alors, et peut-être, j'aimerais expliquer ça, pourquoi on arrive de faire ça. Vous voyez, la situation de la santé des enfants au Cambodge, c'est terrible, c'est la catastrophe. Et je pense que c'est la pire du monde parmi les enfants. Et c'est pourquoi, parce qu'on a depuis 28 ans une guerre qui continue. Et avec Pol Pot, c'était encore rien. On a détruit même des médecins, on n'a rien fait, on n'a rien donné des médicaments comme médicaments. C'est une raison pourquoi il y a cette catastrophe. Et l'autre raison pourquoi on a cette catastrophe au Cambodge, c'est la stratégie, comment on fait cette médecine pour les pauvres gens, pauvres pays au Cambodge. Et c'est pourquoi j'ai fait un dossier et j'ai donné ça à l'OMS et j'explique tous au niveau tuberculose, au niveau sida, au niveau encéphalite japonaise, au niveau des médicaments qu'on utilise qui ne vaut rien, qui coûtent pas cher, mais qui sont dangereux, qui sont interdits en Europe. Et j'ai fait ce dossier et je fais un appel de changer cette politique parce qu'il faut faire une médecine correcte et une médecine contrôlée. Et l'OMS on fait le reproche que nous faisons une médecine de luxe. Ce n'est pas du tout vrai. On fait une médecine correcte et contrôlée qui est efficace. Alors, on va demander, André Rougemont, médecine de pauvres pour des pauvres avec des moyens pauvres et finalement des hôpitaux où peut-être on ne mettrait pas ses propres enfants? Oui. Vous savez, la pauvreté, je crois que c'est une réalité. Quand on est dans un pays comme le Cambodge, que je connais un petit peu, encore que ma spécialité soit plutôt l'Afrique de l'Ouest, qu'on sait que avec certains pays d'Afrique de l'Ouest, comme le Mali ou le Burkina Faso, le Cambodge partage le triste privilège d'être dans le peloton de que du produit intérieur brut et des ressources nationales qu'on peut consacrer à la santé. On s'aperçoit que dans ces pays, il y a à peu près entre 5 et 15 francs suisses par an pour tous les soins de santé par tête d'habitant, alors que chez nous, on va probablement, une fois ou l'autre, atteindre les 10 000 francs par an par tête d'habitant. C'est ça la réalité. D'un côté, on est pauvre, de l'autre côté, on est riche. Alors, j'imagine assez difficilement comment on pourrait faire une médecine plus correcte, comme vous la décrivez, c'est-à-dire plus coûteuse, dans un pays qui ne peut mettre que quelques thunes, si je puis dire, par tête d'habitant pour la santé. Sinon, alors, dans des bulles protégées et alimentées de l'extérieur. Alors, moi, je vous réponds à votre constatation par une question. Qu'est-ce que vous verriez comme solution pour faire une médecine plus correcte, avec si peu de moyens, en dehors d'hôpitaux gérés de l'extérieur, approvisionnés de l'extérieur et financés de l'extérieur? On a bien compris votre question. Oui. Alors, pour vous expliquer ça, j'aimerais de vous inviter à arriver à Krantabopa pour voir cet hôpital. Et il y a par mois 40 000 consultations et on a 4 500 enfants hospitalisés. Sans les facilités de Krantabopa, au Cambodge, 2 000 jusqu'à 3 000 enfants de plus veulent décider par mois au Cambodge. Voyez, arrivé là, je vais vous expliquer les choses. Nous avons, pour sauver tellement beaucoup d'enfants et pour prévenir d'avoir une invalidité durant toute la vie après, c'est aussi prévention, nous dépensons 10 millions Suisses francs pour 2 centres de Krantabopa. Et avec le budget, par exemple, de l'OMS, qui est 800 millions de dollars par an, on pourrait installer et travailler dedans infiniment 200 centres Krantabopa.
Pour le Cambodge, on a besoin 4. Pour Laos, 2. Pour Vietnam, peut-être 4, 5. On pourrait couvrir déjà beaucoup de choses avec ces subventions. Moi, je pense, l'argent est là, mais l'OMS utilise l'argent 85% pour l'administration. Nous, chez nous, on utilise seulement 3% pour l'administration. On va voir si vous êtes d'accord. L'argent est là. Et c'est une question d'efficacité et c'est une question, certainement, si on fait la médecine correcte, qui est efficace. La médecine doit être efficace parce que chaque enfant a seulement une vie, si l'enfant est pauvre ou pas pauvre. Et c'est encore l'autre problème, vous avez cette économie, c'est juste, le Cambodge est pauvre, c'est banqueroute. Le ministère de Santé a peut-être 30 millions de dollars par an pour 10 millions personnes. Mais maintenant, l'OMS veut introduire le système payant, que tout le monde doit payer. C'est impossible, 95% sont tellement pauvres, on vend les ox, les bœufs pour encore sauver un enfant. Ils sont tellement pauvres et le pauvre n'a pas la chance d'être sauvé et d'être prévenir d'une invalidité. Et c'est la injustice globale. On fait pour les pauvres masses des pauvres choses qui n'est pas efficace. Mais la nomenclature et les fonctionnaires, c'est différent. Si un fonctionnaire de l'OMS a headache un tout petit peu, on veut évacuer à Singapour. Mais là, pour les pauvres masses, on ne fait rien. Il n'est encore pas directeur de l'OMS, mais en tout cas, l'OMS l'a désigné pour être sur ce plateau. Donc, André Rougemont, qu'est-ce que vous pouvez répondre à cela? Exagération des fonctionnements d'administration d'une grande organisation, des choix de santé qui pourraient être différents? Évidemment, les choix de santé pourraient toujours être différents. Vous avez parlé du problème de la tuberculose. C'est un mythe carrément au niveau de l'OMS que la tuberculose est une maladie prioritaire qui a été jusqu'à ces derniers temps mis pratiquement en dernier dans les préoccupations dites prioritaires. Et ça, c'est une question de choix, je dirais, ponctuel. Maintenant, je crois qu'il ne faut pas, disons, mélanger les rubriques budgétaires ou les rubriques économiques, je dirais, au niveau mondial, à ce point, parce que ça devient totalement irréaliste. Ça me rappelle un petit peu le discours de Raoul Follereau qui écrivait à Khrouchtchev et à Eisenhower, si je me souviens bien, il y a 30 ans, en disant, si vous donnez le prix d'un bombardier lourd chacun, on va pouvoir éradiquer la lèpre de la planète. C'était une question pertinente, c'était une question fondamentale, mais évidemment sur le plan des budgets et de l'utilisation des ressources de l'économie, c'était tout simplement pas faisable. L'OMS est une agence spécialisée des Nations Unies qui a comme particularité d'être constituée de 180 pays, enfin ça change tous les jours actuellement, d'environ 180 pays membres qui donnent des directives. Ça n'est pas le secrétariat général de l'OMS à Genève qui donne ces directives, elles sont discutées, elles sont votées chaque année au mois de mai à Genève par les pays membres de l'OMS. Donc cette politique, elle est définie par les pays eux-mêmes et pas par une bureaucratie qui est peut-être excessive. Mais est-ce que c'est pas un peu pléonasmique de dire qu'une bureaucratie est excessive en nombre? Mais quand un homme comme le docteur Richner a une utopie, lui, il n'y a pas de raison que ça ne change pas. Vous pouvez partager un peu de cette utopie? Absolument, oui, tout à fait. Il n'y a certainement pas de raison que ça ne change pas. Ces directives sont fautes. Pourquoi on utilise toujours encore chloramphénicol Essential Drug List? Nous avons prouvé dans notre hôpital 95% des germes typhus sont résistants contre chloro. 55 hémophilus sont résistants. On utilise encore. Chez nous, le médicament est interdit pour les enfants depuis 1970 parce à cause des aplasies médulaires. Nous avons chaque jour des enfants, on peut voir, que décéder à cause de ces médicaments. Toujours encore, l'OMS, le représentant à l'OMS qui est responsable des médicaments, on utilise ce médicament, c'est bon. Réponse, est-ce que l'OMS recommande des médicaments qui sont peu coûteux mais finalement dangereux pour la santé et qu'on n'utiliserait pas chez nous? Non, pas à ce point. La liste des 350 médicaments essentiels est dictée par l'OMS, comprend effectivement l'antibiotique dont vous parlez, et je dois dire que si j'avais une méningite
Et si je n'avais que ça sous la main, je n'hésiterais absolument pas à l'utiliser pour moi-même. Encore que c'est vrai que ce risque d'aplasie médulaire dont vous parliez, qui est une complication très grave, existe dans une proportion de à peu près 1 sur 20 000 traitements. C'est plus haut parce que les foies sont, sont presque toujours attaqués par les maladies et les fonctionnalités de foie déranger la mortalité de chloramphonicol est encore beaucoup plus haut que pour la population ici en Europe. Je vous propose quelque chose. Je crois que la conversation pourrait la reprendre. J'espère qu'on la reprendra d'ailleurs dans une émission plus longue. Vous vouliez dire encore quelque chose? Oui, le problème, il est que vous faites référence aux directives de l'OMS. Les directives de l'OMS sont des directives mondiales qui doivent être, et c'est précisé au niveau de chaque directive, qui doivent être adaptées à la situation locale. Je pense qu'on ne peut pas faire le reproche que vous faites au chloramphénicol au plan mondial. On peut peut-être le faire au plan local où vous travaillez à cause de conditions particulières, mais ça, c'est le job des pays membres de l'OMS pour la plupart, que d'adapter des directives qui sont évidemment très difficiles à mettre sur pied parce qu'au niveau de Genève, elles doivent être mondiales. Bon, je vous propose qu'on s'interrompe là. Juste une question, une toute dernière question, André Rougemont. Les hôpitaux du docteur Richner représentent, il l'a dit tout à l'heure, 10 à 12 millions de francs suisses. C'est un apport, il a répondu au cours de la semaine, il a dit, moi, vous savez, de toute façon, il y a une urgence, je réponds à l'urgence, je travaille, et après, ceux qui veulent m'expliquer qu'il faut réfléchir d'abord, répartir lentement, ça ne font pas partie de ma famille. Vous, ça vous choque, des projets comme ça, où il y a 10 millions qui viennent de l'extérieur? Je pense que ça pourrait être une réflexion tout aussi intéressante que celle du docteur Richner, en particulier en pensant à ce qu'on appelle la couverture. Vous avez bien dit que c'était un pays de 10 millions d'habitants. Vous avez parlé de quelques milliers de personnes qui fréquentaient votre hôpital. Et les autres? Nous faisons maintenant 3e centre au nord. Ça n'arrivera pas à 10 millions. On peut couvrir tout le pays. Et puis, non, je veux prouver seulement, et avec notre système, on a prouvé c'est possible, nous n'avons pas corruption, les malades ne doivent pas payer, l'OMS veut laisser payer les malades, parce que l'OMS dit il faut faire responsable les malades pour leur maladie, mais eux ne peuvent pas payer. Et cette directive de l'OMS qui est très important parce que l'argent de Banque mondiale passe dépendant de ces directives de l'OMS sur place. L'OMS est très important et ces directives causent, on peut dire, un génocide passif des enfants du Cambodge. Et nous luttons contre ça et nous avons prouvé que c'est faisable. Et c'est pourquoi il faut peut-être faire à la fin 4 centres au Cambodge. D'accord, moi je crois qu'on ne va pas aller plus loin parce qu'il faudrait à ce moment-là amener des chiffres, des comparaisons. Quand même 15 secondes. Oui. Je pense que les directives de l'OMS qui provoquent un génocide passif des enfants du Cambodge, c'est une parfaite aberration. Voyez, tuberculose pour les enfants n'existe pas pour l'OMS là-bas. Ce n'est pas dans les documents, les protocoles de IRA, des infections respiratoires de ces IRA n'existent pas. On cache les choses. On est contre le vaccin de encéphalite japonaise. Nous avons prouvé de point de vue sérologique et au screen, il y a des centaines de cas des encéphalite japonaises. On fait seulement les vaccins pour les riches par l'Institut Pasteur. Ça coûte 60 $. Qui peut payer ça? On dit c'est trop cher pour ce pauvre pays. On dit Rocephin, le médicament de Bâle, qui est le seul médicament qui est permis pour les enfants au cas de typhoïde, au cas de méningite, par chloramphénicol. Ce médicament coûte trop cher pour ce pauvre pays. C'est l'injustice, c'est l'arrogance de l'Ouest. Merci. Une dernière précision. Oui, c'est l'arrogance de l'Ouest et les pays riches. Ça, je suis déjà beaucoup plus d'accord que le fait de dire que les directives de l'OMS provoquent un génocide passif. Merci à tous les deux. Je crois que la discussion est ouverte. On aura sûrement l'occasion, d'ailleurs, je l'espère, de vous revoir, et même les deux pour prolonger cela. Mais on va, je vous propose, Alex, retourner au Cambodge.
Oui, je pense qu'il faut en effet apaiser peut-être un peu le débat, et la musique est la bienvenue pour cela. La musique, les traditions, on a vu que c'était important pour ce peuple de retrouver ses racines. On se rend dans une à l'instant même. Je vous laisse le soin d'entrer avec nous dans cette maison qui est une des maisons de protection de Cruz Art May. Ces artistes que vous voyez, en fait, ce sont d'abord des enfants des rues. Et là, des enfants qui, bien sûr, sont là depuis plusieurs mois. C'est non pas au centre de Phnom Penh, c'est à la périphérie, dans un village. Et le résultat, vous le verrez d'ailleurs, c'est que toute la population du village vient les voir, il y a un échange. Et paradoxalement, ce sont ces enfants pauvres, ces enfants des rues, qui aujourd'hui sont devenus, à cause de la culture, pas grâce à l'argent, simplement par leur culture et par leur savoir-faire, qui sont devenus les riches du village. Et les enfants du village viennent les applaudir, viennent tenter de les copier. Ils se préparent maintenant, ces enfants, à interpréter une danse très connue au Cambodge, la danse du perroquet. On va les suivre dans la maison et, si vous le voulez bien, on va calmement les entendre et les regarder danser. C'est une simple petite merveille. Voilà, c'était un moment magnifique, retour au Cambodge. On salue les téléspectateurs, je crois qu'on peut les applaudir. Et alors, téléspectateurs qui nous suivaient en Suisse romande naturellement, mais pour ceux qui nous suivent particulièrement au Cambodge, on va se livrer à un exercice difficile. On va demander à Jean-Marc de nous parler de cuisine cambodgienne. C'est à vous.
Oui, Alors, qu'est-ce que vous nous proposez là? Alors, cuisine du sud-ouest asiatique, je crois que l'intérêt aussi, c'est qu'il y a des ustensiles. Notre européocentrisme nous a fait ignorer pendant des âges le wok, qui est utilisé par près de la moitié de l'humanité. Hein, le wok, c'est c'est une casserole simple et magique, puisque dans le fond, on peut tout faire avec. C'est une demi-sphère qu'on peut simplement poser là, avec laquelle on peut braiser, on peut même faire de la cuisine à la vapeur. Hein. Attention, mais je crois qu'il se lance dans un exercice particulièrement voilà, par exemple périlleux. ceci. Alors aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous faire essayer de faire une recette cambodgienne, mais là, dont je ne connais pas le nom, parce que dans le fond, je crois que j'aimerais que le Dr Richner conserve des bonnes relations avec le gouvernement cambodgien. Alors je ne vais pas parler cambodgien, parce que ça risquerait de faire un incident diplomatique. Qu'est-ce que vous nous proposez? Je vous propose aujourd'hui de faire du canard aux épices à la cambodgienne. Alors, au Cambodge, je crois qu'il y a deux choses intéressantes, c'est qui est beaucoup utilisé, d'après mes recherches, hein, c'est la citronnelle, hein, et puis le ngoc nam. Le ngoc nam, c'est simplement de la saumure de poisson. C'est utilisé ailleurs, mais et également l'ail. Ce sont les trois choses utilisées. Alors, pour ce faire, eh bien, j'ai pris du filet de canard que je coupe simplement en lamelles extrêmement fines, vous voyez, ceci. D'accord. Filet de canard, hein. J'ai fait macérer cette préparation durant une nuit, dans une macération, composée d'huile, un peu d'huile, il y a du soya, il y a du ngoc nam, il y a également, qu'est-ce que j'ai encore là-dedans, de la citronnelle, bien sûr, et puis il doit y avoir encore un peu d'alcool de vinaigre d'alcool, voilà. Alors, une fois que ceci est prêt, eh bien, je prends mes baguettes. Alors, pour les baguettes, hein, il y a une chose très simple. Il y a beaucoup de gens, je suis étonné du nombre de gens qui ne savent pas utiliser les baguettes. Hein. La baguette, il y a deux choses. Avec une partie, je vous rappelle que vous avez affaire à des experts et tout geste maladroit sera interprété. Est rigide et l'autre est mobile. Simplement, hein, entre l'annuaire. Ensuite, vous prenez vos baguettes et vous les faites bouger, comme ceci. Ça marche plus ou moins, cette affaire. Et puis, vous... Attendez, voilà, là... Je vois que là, normalement... Je suis très inquiet, moi. Normalement, le wok va beaucoup mieux sur du gaz. Hein, d'accord. Alors, simplement, je fais revenir cet excellent canard macéré dans mon wok, hein, simplement. Plus fort. Hein. Voilà. Et puis, une fois que... Il faut le cuire très peu, hein, parce que la macération a fait cuire une bonne partie de la... à moitié cuit l'autre... Alors, Jean-Marc, conclusion? Attendez, ensuite, il suffit simplement de faire un peu de sauce. Il a dit une nuit, je suis tout de même un peu inquiet. Hein. De sauce. C'est un mélange d'eau, de ngoc nam, et également de vinaigre d'alcool. Vous faites revenir ceci là. Vous ajoutez à ceci un peu de cacahuètes. Le cacahuète pilé ou voilà. Ceci. Je fais ça assez rapidement, puisque dans le fond, le temps que nous est imparti est naturellement, comme toujours, c'est écoulé depuis longtemps. Vous laissez macérer ça. Et puis vous ajoutez enfin une autre chose, c'est du lait de coco. Le lait de coco est aussi très employé dans cette cuisine. On rappelle 708 99 00 pour tous ceux qui auraient manqué par hasard une des explications extrêmement précieuses de Jean-Marc. Et puis vous laissez macérer un peu ça et vous servez ça avec un bol de riz. D'accord. Laurent Grosse, vous êtes convaincu, vous qui êtes un bon spécialiste, je suppose, de la musique et de la cuisine cambodgienne? Monsieur parlait d'incident diplomatique. Alors ngoc nam, c'est vietnamien. Hein. Ah voilà. C'est une affaire qui est très très mal engagée. C'est la soupe de poisson que vous utilisez. Je ne sais pas quel est le nom. Ngoc nam, c'est le nom vietnamien. Merci. Je ne connais pas le nom cambodgien, hélas. Merci Jean-Marc. Je voudrais dire maintenant qu'on a reçu hier un très grand musicien qui est Dimitri Markevitch, lequel vous a suivi au début de la semaine. Il était venu tout exprès en disant « Je voudrais rencontrer le docteur Richner parce que nous partageons une passion pour le violoncelle. » Alors il m'a prié de vous remettre l'ensemble des suites de Bach qu'il a enregistrées, plus ces partitions-là avec une dédicace. Je crois que c'est une façon de vous dire que beaucoup de gens vous aiment bien. Et puis il y a une surprise. Il y a une surprise parce qu'on n'a pas dit au docteur Richner, on n'a pas présenté le public qui était là. Il se trouve que vous êtes entouré de jeunes, que ces jeunes, ils ne sont vraiment pas là par hasard parce que leur professeur, Stéphane Dort, prend le micro. Vous allez nous expliquer ce qui vous réunit, au fond.
Alors, nous sommes un cœur d'enfant de la région du canton de Fribourg et nous avons suivi un petit peu attentivement votre semaine ici à Zigzag Café et nous avons été très touchés par ce que vous avez fait pour ces enfants. Ça nous a fait plaisir de voir comme vous travaillez et on a eu une idée, c'était de travailler aussi dans le même sens que vous, bien sûr à notre échelle. Alors nous avons pensé à une chose, c'est la suivante, nous avons enregistré un CD cette année et nous avons envie de chanter des extraits ici sur ce plateau et nous aimerions que le public puisse acheter ce CD par le biais de la télévision et nous remettons une partie du bénéfice pour votre association pour pouvoir construire également des hôpitaux au Cambodge. Vous me disiez tout à l'heure, hein, même si c'est quelques briques, on est oui. prêt. Même si c'est quelques briques, on s'est renseigné tout à l'heure combien ce que 10 francs ça faisait de briques. Je ne sais plus exactement ce que vous m'avez répondu. Laurent pourra nous le dire. Ça fait combien de briques, 10 francs? C'est très simple. Partons du principe qu'une brique il est à 80 riels et que le dollar est à 3500 riels, il faut 100 briques. D'accord. Il faut 100 briques. Je vous propose que vous mettiez en place, parce que je le rappelle, donc c'est ce CD qui a été mis en vente, qui actuellement a été vendu de telle sorte que les frais sont entièrement remboursés et qu'à partir du moment où vous achetez ce CD, une partie du bénéfice ira pour le docteur Richner. On va les laisser s'installer. Musique. America, mystère fantôme, à Cuba tout est ok. Au Calcutta, US Gome, je refuse, je vous connais et je m'amuse et ça me plaît. Mais j'ai 10 ans, s'il vous plaît. Bonsoir tristesse, adieu boring, où sont le loup et l'agneau? Je vous comprends, monsieur Yaring, mais la fleur a besoin d'eau et je suis un petit idiot. Mais j'ai 10 ans, mais j'ai 10 ans, mais j'ai 10 ans, et c'est beau. Merci. Alors, on vous rappelle que cette chorale s'appelle Les Petits Messagers, que notre numéro c'est 708 99 00, qu'il ne faut pas vous décourager pour nous téléphoner, que tout le reste du CD est tout à fait extraordinaire. J'aimerais que Maurice vous nous rejoigniez parce qu'au cours de cette semaine, c'est certes le docteur Richner qui a été invité, mais c'est surtout le Cambodge à travers différentes actions et de beaux exemples de ténacité. Alors, Maurice Rieder est fleuriste, il est chargé de vous proposer un arrangement, ainsi qu'aux Cambodgiens qui nous écoutent. Voilà, oui, cette semaine, le Dr Richner nous avait permis de découvrir un Cambodge dont on a beaucoup parlé, mais toujours dans la tristesse. Elle nous a fait découvrir un Cambodge aussi souriant, avec des enfants qui souriaient. Mais ce qui nous a, je crois, beaucoup frappé, enfin, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est cette faculté extraordinaire quand les gens
qui est typiquement asiatique, quand les gens du Cambodge, de se redresser. On les coupe, ils se redressent et à toute vitesse, ils recréent quelque chose grâce à votre aide. C'est pour ça que j'ai pris le bambou qui est ici comme symbole un peu du peuple cambodgien. Parce que le bambou, comme vous le savez, c'est la fable du chêne et du roseau, est un arbre qui se plie, ne se casse pratiquement jamais. Le vent passe, il plie, il redresse. Et puis d'autre part, c'est une plante qui pousse très très vite, qui peut faire 40 à 50 cm en un jour en milieu tropical. Et ça me semblait un très beau symbole de ce peuple cambodgien que vous avez montré et qui se redresse malgré toutes les difficultés. Et puis là, quelques petites herbes aussi qui sont des prêles, qui sont les plus anciennes espèces végétales qui n'ont pas bougé depuis des millions d'années, qui peuvent peut-être nous rappeler aussi ce peuple khmer qui existe aussi depuis des millénaires et qui restera certainement comme la prêle encore longtemps. Grâce à votre aide. Merci Maurice. Je vais vous faire remarquer au passage que transporter ça dans l'avion pour rentrer à Phnom Penh demain, ça ne va pas être tout simple. Merci en tout cas beaucoup. Je crois que c'est en effet un symbole. Le roseau. Le roseau. De cette ténacité-là. Ouais. Alors, les enfants qui étaient là nous ont dit, alors c'est très bien, on est invité à l'émission de Béatrice Schner, mais on est quand même tout de même étonnés, sa femme n'est pas là. Où est votre femme? Dans la garde-robe. Dans la garde-robe. Il faut rappeler que la femme de Béatrice Schner, telle que vous l'avez expliqué ce matin, c'est son violoncelle. Alors, si le violoncelle n'est pas là, c'est parce qu'aujourd'hui, on voulait vous offrir à vous et à Laurent, les deux qui allaient repartir au Cambodge, on avait envie de vous offrir de la musique et du bonheur. Gilles, c'est à votre tour. Béatrice Schner, vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux et même vos utopies prennent vie. Où irons-nous? Vous n'êtes pas sérieux, vous êtes joyeux, vous êtes triste, vous êtes en colère, vous êtes révolté, vous êtes heureux, comme la vie. Vous êtes grave, mais vous n'êtes pas sérieux. Et peut-être qu'un compositeur est là pour être votre frère, c'est Mozart, qui en plus partage avec vous le don d'émerveillement qui permet aussi de construire la vie et l'espérance, et qui lui est mort dans la pauvreté. Un bout d'une de ses œuvres.
La musique toujours qui va vous accompagner, importante dans votre vie, la musique, hein, oui. Très très présente. Vous regrettez un peu que Mozart n'ait pas composé quelques œuvres pour violoncelle? C'était une grande erreur de Mozart de ne pas composer pour le violoncelle. Il n'a pas fait des Bach suites. Bon, écoutez, merci bien. Voilà. Merci. Bah, c'est à notre tour de vous remercier. Remercier Alex aussi qui a fait un boulot extraordinaire cette semaine. Remercier le docteur Rougemont d'avoir partagé ce moment. On reviendra sur ces questions de médecine. Je crois qu'on ne résout pas ça en 10 minutes. Ce sera la vocation de Zigzag aussi au cours de ces prochains mois de revenir régulièrement pour que les gens prennent conscience des problèmes et sachent quel type de choix il faudrait faire. J'aimerais que vous repreniez votre micro. Je rappelle que si vous souhaitez avoir ce CD des petits messagers, vous nous téléphonez au 708 99 00. Ils se sont déplacés du canton de Fribourg ici pour vous proposer de participer à un coup de main donné au Cambodge et en particulier le Dr Richner. Vous nous proposez une deuxième chanson qui s'appelle Octobre. Pourquoi? Qui s'appelle Octobre parce qu'elle vient de la chanson Octobre de Francis Cabrel. Et cette chanson, nous l'avons intégrée dans notre spectacle avec ces adolescents. Et elle reflète assez bien l'état d'âme peut-être des adolescents. C'est une saison, octobre, où tout s'endort, où il n'y a rien, où on a l'impression qu'il n'y a rien. Mais en fait, si on regarde bien, il y a beaucoup de couleurs qui sont en harmonie et c'est ce que j'ai envie de faire passer comme message. J'ai envie que les enfants, que les adolescents trouvent quelque chose d'important à faire dans la vie. Il faut leur montrer tout de suite qu'il faut faire quelque chose de bien. Je vous laisse vous mettre en place. Je peux préciser qu'au cours de la semaine prochaine, ce sera un spécial Zigzag Tessin. Et puis pour les enfants qui sont ici, pour les adultes qui le sont restés, nous commencerons le Tessin, la visite du Tessin par un très beau personnage. Naturellement, nous irons voir à Vertcho Dimitri. Vous voulez ajouter quelque chose, Alex? Oui, simplement, il y a eu beaucoup de téléphones, bien sûr, à propos de Béatrice Schneier, mais aussi à propos des deux autres associations évoquées mercredi et jeudi. La FESIB de Somalie, cette jeune femme qui tire des gamines des bordels, et aussi à propos de Cruz Art May. Donc, sur notre numéro de téléphone, tous ces numéros et de compte de chèque, mais aussi les contacts directs sont à disposition. Merci. Musique. Le vent fera craquer les branches, la brume viendra dans sa robe blanche. Il y aura des feuilles partout couchées sur les cailloux. Octobre tiendra sa revanche. Le soleil sortira à peine, nos corps se cacheront sous des bouts de laine. Perdu dans tes foulards, tu croiseras le soir octobre endormi aux fontaines. Il y aura certainement sur les tableaux fer blancs quelques vases vides qui traînent et des nuages brillent sur les antennes. Je t'offrirai des fleurs et des nappes en couleur pour ne pas qu'octobre nous prenne. On ira tout en haut des collines, regarder tout ce qu'octobre illumine. Mes mains sur tes cheveux, des écharpes pour devant le monde qui s'incline. Certainement appuyé sur des bancs, il y aura quelques hommes qui se souviennent et des nuages brillent sur les antennes. Je t'offrirai des fleurs et des nappes en couleur pour ne pas qu'octobre nous prenne. Et sans doute on verra apparaître quelques dessins sur la baie des fenêtres. Vous
à vous et puis bon voyage à vous, départ demain pour le Cambodge. Je voulais saluer pour nous et on était très heureux de vous accueillir. Et bon travail et bon courage. Il y a encore 7 jours et 7 jours et 7 jours et 7 jours à faire. Hein. Merci et à la semaine prochaine. Passé, on a une réaction spontanée. Oui. Magnifique. C'est ça qui m'a fait. C'est son.